à tous, merci d'être au rendez-vous pour un nouveau JT. Au sommaire de votre journal. Ce soir, nous parlerons attractivité et plus particulièrement celle de la principauté. Comment attirer de nouveaux résidents ou des investisseurs à Monaco, mais aussi les inciter à rester durablement. Nous rejoindrons dans quelques instants en studio Frédéric Ginta, délégué interministériel à l'attractivité et à la transition numérique. Vous ferez plus ample connaissance avec Luc Rouanet. Il est professeur de cuisine au lycée Rémy III. Il a décidé avec son cousin de partager son amour du bien manger en lançant sa chaîne YouTube, La tête dans le plat. Puis nous irons en Amérique du Sud rejoindre le directeur technique national de la Fédération monégasque de tennis, Christophe Boggetti, où Monaco affronte le Paraguay en Coupe Davis ce week-end. Unis dans un même but, celui de protéger notre planète, l'économiste de l'environnement Nathalie Ilmy et le photographe Olivier Henrigaud ont donné une conférence dernièrement au lycée Albert Ier, un témoignage destiné à sensibiliser la jeune génération aux enjeux de demain. L'attractivité est une condition essentielle au développement d'un pays. Elle est le moteur économique et social d'un État. À Monaco, c'est l'une des grandes priorités du prince Albert II et nous avons souhaité ce soir la développer avec Frédéric Ginta. Il nous attend en studio. Bonsoir Frédéric Ginta. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour parler attractivité, un domaine que vous connaissez bien puisque vous êtes le délégué interministériel à l'attractivité et à la transition numérique. Tout d'abord, comment définir l'attractivité? Qu'est-ce que cela regroupe? L'attractivité, alors c'est la palissade, c'est la capacité à attirer. Et Monaco est un pays dont une grande partie de la prospérité, de la richesse vient de la capacité à attirer. Ça veut dire attirer des résidents, des investisseurs, des touristes, des salariés. Et donc, quelque part, de l'attractivité, de cette capacité à attirer, dépend le succès économique de Monaco. C'est dans ce sens qu'a été créée une cellule attractivité au sein de la délégation que je dirige et que des efforts sont mis en collaboration avec l'ensemble des départements pour à la fois faire connaître ce que Monaco a comme atout pour attirer et en même temps, dans un monde qui est quand même très changeant, nous transformer pour continuer d'attirer les gens que nous voulons voir en principauté, les investisseurs que nous voulons voir, les touristes et les talents que nous souhaitons attirer. Attirer et aussi fidéliser les invités à rester sur le long terme. Quels sont les atouts de la principauté? Si c'est pour que les gens viennent et repartent, ça a peu d'intérêt. Donc la mission de la cellule, c'est d'attirer, mais aussi de travailler avec nos communautés de résidents pour les intégrer, qu'ils restent, voire qu'ils deviennent des ambassadeurs de la principauté. Les atouts de Monaco, je pense que c'est assez simple. Dans un monde instable, nous sommes stables. Nous avons, via le prince souverain, un gouvernement stable, des institutions stables. Dans un monde endetté, nous n'avons pas de dette. Dans un monde dangereux, dans un monde compliqué, nous proposons la sécurité. Donc nous avons tous les choix historiques du pays, les bases et l'ADN de la principauté, dans le monde d'aujourd'hui, sont cruciaux. Maintenant, le monde a changé. Donc il y a des choses historiques, il y a des choses où on doit évoluer. Aujourd'hui, dans l'accueil, dans la capacité à faire venir, à intégrer des entreprises, des résidents, on doit être meilleur, on doit être bilingue, on doit être plus rapide, on doit être capable, avec le numérique, d'offrir des services en plus. Aujourd'hui, on doit être capable de développer des industries nouvelles pour que ces gens-là ne viennent pas juste vivre, mais qu'ils amènent de l'activité économique. Surtout dans un pays dont la population ne pourra pas doubler, il est évident qu'il faut que les gens qui viennent ici créent beaucoup de valeur. Sur quels outils cette cellule attractivité peut se baser pour mener à bien ses missions? Le Monaco Private Label, qui a pour vocation de rassembler à la fois les prospects, mais aussi la communauté de nos résidents ici au service de Monaco. Le Conseil stratégique d'attractivité, qui a récemment été remanié, dont la mission est vraiment d'être le think tank de l'État. Évidemment, le Welcome Office, évidemment Invest Monaco, donc une partie du MEB, évidemment l'AMAF, l'ASBM, donc toute cette team Monaco qui travaille ensemble avec la cellule attractivité est mise à contribution à Monaco pour effectuer les changements législatifs, professionnels, de formation, de services nécessaires et pour promouvoir et faire rayonner Monaco à l'étranger dans nos pays cibles. Et quels sont les pays cibles, justement, Frédéric Ginta? Les pays cibles, c'est d'abord les pays où nous avons des fortes communautés de résidents. C'est évidemment le Royaume-Uni,
La communauté britannique est très forte, c'est la Belgique, c'est la Suisse, c'est l'Italie, certains pays nordiques. L'année dernière, nous sommes allés en Suède avec cette équipe Monaco, à Londres, en Belgique. Récemment, j'étais à Davos. Donc, il y a vraiment, avec l'aide à chaque fois des ambassades, de nos consuls, on organise chaque fois des rencontres avec des investisseurs, avec des prospects, avec des entreprises, pour leur présenter Monaco et pour faciliter les choses. Ensuite, il existe aussi des pays avec lesquels nous avons des, je dirais, contacts naturels sur ce que nous sommes, sur quelque part le business model que nous défendons. Je pense à Singapour, Hong Kong, je pense aux Émirats Arabes Unis, ces pays-là où nous avons naturellement besoin de nous parler pour échanger des idées, des stratégies. Et donc ces pays-là sont aussi prioritaires pour nous. Et quelle est votre feuille de route pour l'année 2024 ? Quelles sont vos priorités ? Mais on peut rendre déjà Monaco encore plus attractif que ce qu'elle est actuellement ? Bien sûr qu'on peut rendre Monaco plus attractif. Personne ne peut dire qu'il est arrivé, mais comme on peut rendre Singapour, comme on peut rendre Dubaï plus attractif. Ma feuille de route pour 2024, que je partage évidemment avec l'ensemble des équipes et des institutions, c'est d'abord du rayonnement, donc différents voyages dans les pays que j'ai cités précédemment. C'est un travail avec la communauté de nos meilleurs résidents pour effectivement qu'ils se connaissent par pays, par inspiration, pour qu'eux-mêmes souhaitent investir plus à Monaco, pour qu'eux-mêmes souhaitent investir plus dans des projets monégasques qu'on pourrait leur présenter. Donc c'est vraiment les mettre à contribution. Il y a évidemment un travail interne à tout ce qui est administration, en termes de formation des équipes, notamment celles qui accueillent ces résidents, ces entrepreneurs, notamment tout ce qui est législatif aussi, pour rendre notre droit plus attractif pour les résidents, pour les entreprises, plus simple. Il y a un vrai effort de simplification, mais aussi de compétitivité par rapport aux autres pays, tout en étant dans le cadre, évidemment, de Moneval et des recommandations du GAFI. Donc il y a vraiment, je dirais, quelque part de la simplification, de la mise aux normes législatives pour être attractif et en même temps être compliant aux besoins de Moneval. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Jeantat d'avoir été notre invité ce soir dans les studios de Monaco Info pour parler attractivité de la principauté. Merci. Merci beaucoup. La rédaction de Monaco Info voulait vous faire découvrir ce soir une toute nouvelle chaîne YouTube. Elle s'intéresse aux plats gourmands et à la bonne cuisine dans une ambiance familiale et originale. Son nom, La tête dans le plat. Elle a été créée notamment par un professeur du lycée Régnier 3, Luc Rouanet. Plus de détails dans ce reportage de Fabien Bonilla et Lionel Bernardi. Il y en a qui ont la tête dans le guidon et d'autres la tête dans le plat. Et c'est le cas de Raph et Luc, deux cousins passionnés par la gastronomie depuis tout petit, de par leur passé familial. L'un, Raph, est menuisier ébéniste à la base, mais surtout épicurien. Il est devenu par la suite caviste. Et l'autre, Luc, a fait ses études de cuisine au lycée technique et hôtelier de Monaco. Après avoir travaillé dans plusieurs restaurants, il est désormais professeur de cuisine au lycée Régnier 3. Ils ont créé, avec leurs copains caméramans, la chaîne YouTube La tête dans le plat. C'est convivial, chaleureux. Dans chaque émission d'une dizaine de minutes, on y apprend des choses sur la thématique du jour. Et dans la deuxième partie, la recette, toujours de façon ludique et sans prise de tête, même si elle est dans le plat. C'est une chaîne qui est partie à la base d'une idée avec mon cousin, donc de créer une chaîne autour de la gastronomie, plutôt de la bistrolomie, autour du partage, autour de l'échange. Le but étant de mettre en avant donc, les petits plats de bistrot, les plats qu'on appelle un peu les plats canailles, et donc de partager notre amour commun sur la cuisine, tout simplement. Les gens commencent à nous suivre parce qu'on a un petit truc en plus, je dirais, de simplicité. On essaie de pas faire... on fait pas de grands spectacles, et je pense que ce qui marche avec nous, c'est le côté réel famille. C'est un peu plus abordable que des belles images trop léchées. On essaie d'avoir un côté un petit peu pro, mais il faut pas que ce soit trop émission de télé. Il faut que ça reste... facile d'accès. Du fish and chip aux cuisses de grenouille, en passant par le carré de cochon, 11 vidéos sont déjà disponibles sur leur chaîne YouTube depuis la création en septembre dernier, et de nombreux tournages sont déjà en prévision. On a beaucoup de projets cette année. Déjà, on va tourner ici, à la Sile Logis, à Menton. On a pas mal de projets dans le restaurant, et je pense qu'on a de la chance d'avoir un lieu comme ça. On a aussi un très gros tournage qui arrive dans le Cantal, où on va être pendant 3-4 jours dans les montagnes. Et on va parler de fromage, ça va être bien. On va tourner aussi avec le Beer District à Nice Libération, qui est une très belle adresse de Nice. Et on a aussi contacté un chocolatier, un boucher et une pâtissière.
Un autre projet à venir, un menu Saint-Valentin tête dans le plat en partenariat avec le restaurant La Syllogie de Menton. En attendant, allez faire un tour sur leur chaîne YouTube et découvrez ainsi l'univers de la tête dans le plat. Retour à présent sur cette conférence qui a eu lieu dernièrement au musée d'anthropologie préhistorique. Elle était animée par Raphaël Angevin. Il est conservateur de patrimoine au service régional d'archéologie d'Auvergne-Rhône-Alpes. Cette conférence portait sur le congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistorique qui a eu lieu à Monaco en 1906. L'occasion aussi d'aborder les fouilles des grottes paléolithiques de Châtel-Perron dans l'Allier. Raphaël Angevin nous en dit plus, il est au micro d'Émilie Terrasson. L'idée de cette conférence, ça va être de tirer un lien entre Monaco, ici, le lieu d'accueil de ce congrès, et puis un certain nombre de sites préhistoriques qui ont été fouillés à la fois au XIXe siècle et puis au cours du XXe siècle, notamment celui de Châtel-Perron dont j'assure la fouille depuis quelques années. Et l'objectif, c'est effectivement d'essayer de mieux comprendre l'arrière-plan de cette grande réunion scientifique, et notamment quel a été le travail des préhistoriens pour effectivement provoquer au début du XXe siècle une révolution dans l'histoire de la préhistoire. Alors l'idée, c'est effectivement de parvenir à un travail d'historiographie, d'histoire de la recherche, mais aussi plus largement de mieux comprendre le contexte intellectuel, le contexte scientifique de la Réunion de Monaco de 1906, à travers comme porte d'entrée le site de Châtel-Perron, mais aussi de manière beaucoup plus large. Prenons la direction de l'Amérique du Sud, rejoindre le directeur technique national de la Fédération monégasque de tennis, Christophe Boggetti. Ce week-end, Monaco affronte le Paraguay en Coupe Davis, avec pour objectif de conserver sa place dans le groupe 2 Monde. Bonsoir Christophe Boggetti. Bonsoir Émilie. C'est un important face-à-face qui vous attend à partir de samedi, un match à enjeu. Oui, c'est ça. C'est vraiment un enjeu c'est une notion de montée ou descendre, quoi. Donc, le perdant descend en groupe 3 et le gagnant monte en groupe 2, c'est tout simple. Qu'est-ce qu'elle vaut cette équipe du Paraguay, Christophe ? Des jeunes joueurs. Le numéro 1 est un très bon joueur qui a de très bons résultats la semaine dernière, qui était dans le top junior. Et puis les autres joueurs sont des joueurs universitaires. Et quand vous savez maintenant la qualité des joueurs universitaires, ce sont des vrais joueurs professionnels qui vont aller dans le circuit bientôt. Et je les ai vus jouer, ils jouent très bien. Quelle est la plateforme des joueurs de Monaco ? On a vu Valentin Vachereau doublement victorieux en Thaïlande, Hugo Nys qui a fait un beau parcours en double en Australie. Contrairement à ce que moi j'avais vécu auparavant, on a vraiment des joueurs de dimension internationale. On a tenu compte de Hugo qui avait 3 semaines de décalage horaire il était allé 3 semaines en Australie et puis il est venu, donc il était assez fatigué. On a tenu compte de ça, donc on est venu plus tôt. Valentin aussi, il a gagné ses 2 tournois en Thaïlande, donc il n'a pas fait le 3e tournoi et puis il s'est reposé pour se préparer pour cette compétition. La compétition aussi en ce moment en hiver, ce sont des compétitions sur surface rapide et là nous jouons sur terre battue, donc il y a une adaptation à faire. Et puis finalement à la fin, après il y a une adaptation à faire dans le long voyage que nous avons fait et à la chaleur éprouvante que nous subissons ici, où il prévoit des températures de 41 degrés samedi. Et l'acclimatation se passe bien ? Vous êtes arrivés quand ? Nous sommes arrivés à peu près tous dimanche et puis tout doucement nous montons en pression, comme on peut dire, mais la chaleur est un élément à prendre en considération. Cette fois-ci, vous ne jouerez pas devant vos supporters, mais on dit toujours que porter le maillot de monégasque, ça galvanise. Est-ce que c'est vrai ? Absolument, surtout avec notre équipe. Merci beaucoup Christophe d'avoir été avec nous depuis Asunción. La connexion était un petit peu compliquée, mais en tout cas de là où nous sommes, nous vous souhaitons le meilleur pour cette Coupe Davis. Et on le rappelle, elle sera à suivre en direct sur notre antenne à partir de 20h avec aux commentaires Christophe Pacaud et Laurent Orsini. Merci infiniment Christophe Boggetti d'avoir été avec nous. Merci à vous, c'est génial. Merci beaucoup pour ça Monaco. Tagué. Rencontre à présent avec 2 personnes qui partagent la même ambition, celle de mieux faire connaître notre planète pour mieux la protéger. Nathalie Ilmy est économiste de l'environnement, Olivier Henrigaud est lui photographe. Ils étaient tous les 2 au lycée Albert Ier dernièrement pour un moment d'échange avec les élèves de première et de terminale. Le reportage d'Anaïs Riu et Marie-Ève Béé. On dit que l'union fait la force et ces 2 intervenants l'ont bien compris. Professionnellement, tous les opposent sur le papier, mais lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois et échangent sur leurs engagements, c'est l'évidence. Photographe reporter pour l'un et économiste environnemental pour l'autre,
Aujourd'hui, ils réunissent leur savoir et travaillent en étroite collaboration au niveau international pour apporter des solutions et préserver les écosystèmes. Ce qui est vraiment très évident, qui nous a sauté aux yeux, en fait, c'est le rôle qu'on a entre la nature et l'homme. Et l'image le met bien en valeur, ce que notre science l'explique. Par exemple, quand je parle du tourisme des zones du pôle Nord ou du pôle Sud, les gens ont envie d'aller voir les espèces qui disparaissent. Que ce soit les ours blancs, que ce soit la glace qu'ils font, ne serait-ce que ça, c'est très spectaculaire. Et le problème, c'est qu'en se déplaçant, ils vont encore plus causer le problème des émissions de CO2. Donc avec l'image, on leur montre, on les sensibilise, mais on ne va pas les faire déplacer. Acteurs de demain, les jeunes sont une des cibles principales à sensibiliser sur les enjeux de la transition climatique, puisque leur impact environnemental commence dès à présent. Le but, c'est à chaque fois de stimuler nos élèves, de les faire travailler sur des sujets, de les rendre acteurs surtout, alors de mes expéditions, de mes aventures. Ça, c'est intéressant parce qu'ils sont toujours friands de ça, mais c'est vraiment ce côté acteur. Et aujourd'hui, avec ce format-là, qui est vraiment une rencontre plus qu'une conférence, on est là vraiment dans la discussion avec eux. Et aussi, on va leur poser la question, comment est-ce qu'ils pourraient être aussi acteurs, eux, demain ? Voilà. Donc, c'est une ouverture. Un autre point très important, évidemment, c'est nos émissions carbone. Donc, ça veut dire aussi nos déplacements, ça veut dire comment on consomme. Et ça, c'est important aussi de leur faire part, on va dire, de toutes les choses de la vie de tous les jours. Voilà, que ce soit pour des mails, plutôt envoyer des liens plutôt que des pièces jointes. Ça peut être des petits tips comme, évidemment, des plus grandes choses à faire, mais ça commence par des petites choses. Et voilà. Objectif atteint pour les deux passionnés, les élèves du lycée Albert Ier ont pu poser toutes leurs questions sur leur parcours, mais également partager leurs propres projets en faveur de l'environnement pour être conseillés au mieux par les deux experts. Plus besoin de la présenter, Christine Tomel part régulièrement à la rencontre des commerçants, des restaurateurs et des artisans de la Principauté pour les mettre en valeur dans sa rubrique « Ceux qui font Monaco ». Bonsoir Christinda, quelle enseigne a attiré votre attention aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui je vous retrouve en bas de la rue Grimaldi devant une petite boutique qui a ouvert ses portes il y a maintenant 2 ans de cela, dit Organic Shop, c'est son nom. Et vous savez pourquoi on est là ? Parce que le naturel, ça fait du bien. On est là depuis 2021. L'idée est née de combiner tout ce qui est produits biologiques et naturels avec les produits au quotidien haut de gamme. On voulait un peu donner aux gens de la Principauté quelque chose de nouveau et un petit point de retrouvailles pour tout ce qui est produits haut de gamme, notamment du miel, du chocolat. On a aussi beaucoup de thé avec palais d'été, on a de la belle-illoise, de la boîte de conserve, une belle cave à vin et des produits frais. On a en hivernal beaucoup de thé et les boissons estivales, le kombucha par exemple. Après vraiment on essaye de se repérer au maximum par rapport aux clients. Donc si vous avez des demandes particulières, il n'y a pas de souci, on peut les exaucer. Et également, on est très fort toute l'année, mais surtout pendant la période de fête, pour ce qui concerne les paniers gourmands, donc les paniers cadeaux. Tout est fait sur mesure. Si vous avez besoin d'un panier, que ce soit petit ou grand, on peut vous le créer à vos demandes ou aux demandes de vos proches. Évidemment, on fait les salons, on fait les marchés, on essaye de voir un maximum avec nos producteurs qu'on a déjà dans nos carnets d'adresses, de trouver d'autres marques ou d'autres producteurs qui puissent être quelque chose, une nouveauté en Principauté. On travaille avec des grandes marques comme Palais d'été qui est très connu, on est revendeur en Principauté, ou alors la Belle-Illoise comme j'ai déjà dit tout à l'heure, mais également des petits producteurs locaux, que ce soit du miel qui vient de Sospel, ou alors des produits frais qui arrivent de la région. Et puis sachez que l'enseigne a développé aujourd'hui sa propre bière, la Organic Shop Beer, une bière 100% naturelle, 100% de chez nous puisqu'elle est brassée à Montsartou. Oui, on le précise toujours, à consommer avec modération. Magie de la télévision, on vous retrouve Christinda dans les studios de Monaco Info pour les prévisions météo. Quelle est la tendance pour le premier jour de février ? Eh bien demain, Émilie, la journée sera nuageuse. De nombreux cumulus s'installeront tôt le matin et ne laisseront aucune place aux éclaircies. Les températures seront comprises entre 7 et 13 degrés. Demain, pour ce 1er février, nous fêterons les Hélas.
Une pensée donc pour toutes les Ella. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On referme cette édition avec un coup d'œil dans nos archives. C'était le 1er février 2012. L'inauguration du foyer de l'enfance Princesse Charlène par le couple princier. Cet établissement répond à un enjeu majeur de la société, celui de la protection des enfants. Les photos de ce soir sont signées Charlie Gallo, que nous saluons chaleureusement. Excellente soirée à tous et à demain pour un nouveau JT sur Monaco Info.